Qu'est-ce qui fait qu'un jeu de rôle est immersif ou non? Je pense que ça ne se résume pas à de simples artifices. Bien sûr, si tu installes une belle décoration, quelques effets de lumière et que tu mets un peu de musique épique, on sera dans l'ambiance, c'est sûr. Mais la chose qui va le plus immerger tes joueurs, c'est la crédibilité de ton histoire. Plus ton histoire sera crédible par rapport aux lois de ton univers, plus les joueurs seront investis. Mais pour rendre ton histoire crédible, certes, il y a le monde et les lois universelles que tu as dictées à l'intérieur, mais il y a aussi et surtout des personnages. Les PJ et PNJ sont la raison même de tout conflit et de toute histoire. Plus ils seront soignés, plus ils seront profonds, et plus la table rentrera dans un état de flow, où les échanges sont fluides, dynamiques et incarnés. Mais pour y arriver, il faut une sorte d'étoile polaire. Et oui, parce que ce n'est pas toujours facile de savoir ce que ferait notre personnage en fonction de telle ou telle situation. Dans un jeu de rôle, tout le monde improvise, les joueurs en premier d'ailleurs. Ils passent toute la partie à improviser. Et nous, en tant que MJ, on a beau avoir des pistes et surtout avoir le dernier mot, on peut vite se retrouver coincé avec un PNJ au pied du mur sans savoir comment réagir à telle ou telle situation. Et pourtant, nos fiches de personnages, elles sont truffées de statistiques dans tous les sens. Faire des lancers de dés, ça c'est facile, mais comment faire lorsqu'on doit se dépêtrer d'une situation roleplay complexe? Comment savoir en quelques secondes comment réagir et dans quelle direction aller? Je me suis longtemps posé la question et j'ai une petite idée. Et si on imprégnait chacun de nos personnages d'un courant philosophique? Les courants philosophiques amènent un ensemble d'idées, de concepts et théories qui donnent un prisme de lecture aux grandes questions de la vie, à la connaissance, à l'éthique et à l'existence. Chacun d'entre eux propose une vision du monde spécifique, un ensemble de valeurs et des principes qui offrent ainsi un arsenal d'idées pour résoudre une situation. De plus, cette idée de courant philosophique, ça va parfaitement dans ce qu'on essaie de faire avec Questmaker. Ça marche dans n'importe quel univers, peu importe si tu joues dans du medieval fantasy, du futuriste ou que sais-je. Ça marche sur n'importe quel personnage et surtout, on peut reprendre ce qui existe déjà et pour les plus créatifs, en inventer de nouveaux. Alors, je me risque dans cette vidéo à vous proposer cette idée et comment on pourrait l'appliquer dans un jeu de rôle. Désolé d'avance pour les puristes de la philo, si je dis quelques bêtises, n'hésitez pas à compléter ou à corriger certains points si besoin en commentaire. On va plonger dans nos courants philosophiques pour personnages de jeux de rôle. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle se complète parfaitement avec la bibliothèque de PNJ. Ce livre, il contient 14 archétypes de PNJ que tu vas pouvoir ajouter dans n'importe quelle partie en te donnant à chaque fois des informations sur son caractère, pourquoi est-ce qu'il est intéressant, comment le jouer et comment le faire évoluer au fil de ta campagne. Il existe en version papier sur Amazon, mais tu peux aussi en avoir une version numérique gratuite en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Le premier courant, c'est le stoïcisme. L'idée du stoïcisme, c'est de cultiver la maîtrise de soi et d'accepter les événements extérieurs sans se laisser emporter par ses émotions. Le stoïcien sait que la plupart des choses échappent à son contrôle. Il concentre donc son énergie sur ce qui dépend de lui, comme ses actions et ses jugements, et lâche prise sur tout ce qui ne dépend pas de lui. Alors attention bien sûr, le but ici dans un jeu de rôle, ce n'est pas d'appliquer parfaitement ce principe. Dans les situations intenses, un personnage stoïcien pourrait se sentir tiraillé entre ses émotions et ses valeurs. Ce courant donne une direction générale pour notre personnage. Et c'est le cas pour toutes les philosophies qu'on va voir ensuite. Face à des situations difficiles, le personnage stoïcien reste calme et rationnel. Mais cela ne signifie pas qu'il est insensible. Il fait ce qui doit être fait, avec de la discipline, tout en acceptant les conséquences sans se laisser déborder. Il faut imaginer ce type de personnage avec un certain vécu. Par exemple, un jeune personnage stoïcien aura probablement du mal à garder son calme et pourrait être en apprentissage, avec des moments de débordement. Et d'ailleurs, ces moments de doute et d'égarement sont aussi intéressants, car ils le font grandir au fil de la campagne. Si tu joues ce type de personnage, il est intéressant de fixer des règles qu'il s'efforce de suivre, tout en acceptant qu'il puisse faillir par moments. Dans la vie, on a tous des instants où nos actes ne colle pas tout à fait avec nos principes, ce qui rend le personnage plus crédible et plus humain. Prenons un dilemme de loyauté par exemple. Face à un allié blessé qu'il ne peut sauver, un personnage stoïcien pourrait choisir de le laisser derrière en gardant une attitude calme et rationnelle, ce qui va créer un conflit moral au sein du groupe. Autre exemple dans une situation injuste, comme un emprisonnement ou une trahison. Le personnage stoïcien tente de garder son calme et de trouver la meilleure façon de s'en sortir sans perdre l'équilibre émotionnel, même si cela le fait paraître comme impassible aux yeux des autres. Passons au deuxième courant, l'épicurisme. L'épicurien est un personnage amusant à jouer car il cherche à vivre heureux en évitant les conflits inutiles. Sa quête du bonheur se concentre sur sa tranquillité d'esprit, la simplicité et les plaisirs naturels comme l'amitié ou le confort d'une soirée paisible par exemple. Alors si t'es joueur, attention, ne fais pas un épicurien si tu es une forte tête dans le groupe. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui cherche sans cesse à éviter le conflit à tout prix, parce que ça peut ruiner totalement la session prévue par le maître du jeu. Donc il faut en jouer, mais il faut pas chercher à tirer tout le groupe dans cette direction, sinon il se passe plus rien dans la partie. D'ailleurs dans un jeu de rôle, les ennuis ça ne manque jamais. Un épicurien pourra souvent rappeler que
peut-être que le groupe n'a rien à faire ici et qu'il pourrait être plus heureux ailleurs. Tu peux même le suggérer comme une sorte de running gag pour que le personnage ne freine pas l'action, mais il donne tout de même un ton détendu au groupe. Dans un roleplay, un épicurien évite les quêtes trop dangereuses, préférant rester en dehors des problèmes, mais se retrouve souvent, malgré lui, entraîné dans des situations rocambolesques. En jouant ce personnage, il faut donc trouver un équilibre pour ne pas tirer le groupe vers la nonchalance, mais garder ce côté léger et amusant. Voyons 2 exemples pour t'aider à bien comprendre ce personnage. Dans une situation où le groupe a la possibilité de s'enrichir, l'épicurien pourrait exprimer des doutes, rappelant que les possessions ne garantissent pas le bonheur et voyant ce qu'une richesse pareille pourrait impliquer. Autre exemple, face à une attaque, il pourrait devoir se battre malgré sa préférence pour la paix, ajoutant une tension intérieure intéressante s'il doit abandonner ses valeurs pour protéger ses amis. C'est un excellent moyen de faire évoluer l'épicurien au fil de la campagne. Le 3e courant, c'est l'existentialisme. La quête existentielle, c'est la recherche de sens dans un monde qui n'en a pas forcément. Un personnage existentialiste est souvent tourmenté par le manque de but profond et remettra constamment en question le sens de ses actions. Finalement, c'est un personnage en quête de lui-même. Il se demande qui il est et quel est son rôle dans ce monde. Mais à trop chercher des réponses, il peut sombrer dans une sorte de vide existentiel, où la quête de sens devient une source de confusion et de doute. Une façon intéressante de le jouer, c'est de le faire se laisser porter par l'aventure, tout en remettant ensuite en question les actes du groupe. Après chaque victoire ou échec, il pourrait se tourner vers ses alliés pour comprendre, en quête de la moindre étincelle de sens qui justifierait ce qu'ils viennent de faire. C'est aussi un personnage qui, une fois son objectif accompli, peut ressentir comme un grand vide en lui, car il revient à la case départ. Prenons des exemples pour les joueurs existentialistes. Le personnage pourrait être tenté d'accepter une quête prestigieuse, mais sans conviction personnelle, et donc se remettre en question après coup, se demandant s'il a été authentique dans son choix. Autre exemple, ce serait après une victoire majeure. Imagine que tout le groupe fête la victoire et d'un coup, l'existentialiste peut ressentir une sorte de grand vide, se demandant si cette quête avait réellement du sens. C'est quelque chose qui va influencer ses relations avec le reste du groupe, quitte à le faire rentrer dans une colère contre lui-même et à la fois le reste de l'équipe. 4e courant, c'est le nihilisme. Un nihiliste pense que rien n'a de valeur ou de sens absolu, que tout est relatif. La morale, c'est juste une interprétation parmi d'autres. Ce genre de personnage peut devenir un anti-héros, un peu sombre et imprévisible, prêt à utiliser des méthodes douteuses pour arriver à ses fins. Il n'a pas vraiment de scrupules et se moque bien des codes moraux, ce qui le rend donc difficile à cerner. Si tu joues un nihiliste, tu peux introduire des dilemmes intéressants en poussant d'autres joueurs vers des actes amoraux, ou encore en te heurtant aux autres sur des questions de valeur. Ce type de personnage est fascinant, mais peut aussi créer des conflits en interne, donc c'est mieux pour les groupes de 4 joueurs ou plus. Il faudra parfois modérer les discussions pour éviter que l'absence de morale du nihiliste ne détruise totalement l'ambiance, même si un bon conflit philosophique entre personnages peut vraiment enrichir l'histoire. Voici 2 idées de situation pour le nihiliste. Tout d'abord, il pourrait inciter les autres personnages à abandonner leurs normes. Le personnage pourrait se moquer de la morale du groupe, insistant pour accomplir des actes amoraux sous prétexte que rien n'a vraiment de sens. Dans une situation où il faudrait agir, le nihiliste pourrait refuser de sacrifier ou de sacrifier autrui, convaincu que de toute façon tout est vain. Dans ce cas-là, en tant que MJ, les conséquences doivent être à la mesure de ce moment. Le 5e courant, c'est l'humanisme. Les humanistes placent une valeur très forte dans l'amélioration de soi et des autres, avec une grande estime pour la dignité humaine, ou du vivant en règle générale dans différents jeux de rôle. Ce sont des personnages bienveillants, souvent des guérisseurs, des mages ou des guerriers altruistes, prêts à tout pour aider les faibles et sauver des vies. Pour eux, la violence est le dernier recours. Ils préfèrent résoudre les conflits par des moyens pacifiques ou diplomatiques. Ce type de personnage tend souvent à guider le groupe vers des choix moraux, ce qui peut créer des tensions intéressantes, surtout face à un nihiliste ou un épicurien. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant. Par exemple, un humaniste avec un nihiliste risque d'avoir du mal à s'entendre mutuellement, mais l'humanisme va toujours se remettre lui-même en question par rapport à son collègue pour créer de meilleures relations ensemble. Alors qu'à l'inverse, c'est pas forcément le cas pour le nihiliste. De plus, un humaniste par exemple pourrait tenter de sauver tout le monde, même au risque d'être imprudent, tandis qu'un stoïque pourrait rester calme et accepter des pertes. C'est un excellent personnage à avoir dans le groupe car il suscite des questions de valeur et pousse les autres à se remettre en question. Pour mettre en lumière l'humaniste, voici 2 exemples de situations. Le premier, c'est de créer un dilemme éthique. Est-ce qu'on va sauver une seule vie avec la certitude de la sauver, ou alors est-ce qu'on va risquer de perdre tous les autres en tentant de sauver le groupe? De ce fait-là, l'humaniste pourrait être prêt à prendre des risques déraisonnables, ou pas, ça va dépendre de lui. Un autre exemple est de créer une situation où l'humaniste sacrifie ses propres intérêts. Par exemple, il pourrait refuser une récompense ou une gloire personnelle pour aider quelqu'un d'autre, mettant parfois en péril ses propres ressources ou même sa sécurité. Le 6e courant que je voulais te présenter, c'est l'utilitarisme. J'adore les utilitaristes comme personnages, ils sont fascinants à jouer car ils veulent finalement
faire le bien avec un côté très rationnel qui peut parfois les rendre terriblement pragmatiques. Pour eux, l'action la plus juste est celle qui maximise le bonheur pour le plus grand nombre, même si cela implique des sacrifices. Par exemple, un utilitariste pourrait sacrifier une ville entière pour sauver un royaume. Ce type de personnage crée des dilemmes puissants. Sa logique est convaincante, certes, mais sa morale est souvent discutable. Ce type de personnage n'est pas toujours évident à jouer en tant que personnage joueur parce que le maître du jeu doit penser à donner des situations et des dilemmes mettant en lumière son courant philosophique. Mais s'il y arrive, ça peut donner des scènes roleplay très intéressantes. En revanche, en tant que MJ, tu peux t'en donner à cœur joie pour créer des PNJ utilitaristes. Souvent, les joueurs ne sauront pas s'ils doivent lui faire confiance ou au contraire se rebeller contre lui. Une alternative, c'est de faire un pragmatique qui pense que la vérité fonctionne toujours mieux pour résoudre un problème. Il va donc mettre de côté toute philosophie abstraite et se concentrer sur ce qui marche et ce qu'il faut faire. Pour créer des situations intéressantes pour l'utilitariste, voici deux exemples que tu peux créer. Pour le bien d'un groupe plus large, il pourrait devoir sacrifier un ami, ce qui mettrait en lumière son dilemme moral entre le bien du plus grand nombre et son attachement personnel. Habituellement, il choisirait de sauver le groupe, mais là, il s'agit de quelqu'un à qui il tient. Alors que va-t-il faire? Dans une deuxième situation, il pourrait être prêt à faire des choix difficiles, comme choisir le moindre mal, même si cela le met en conflit avec des personnages plus idéalistes ou sensibles. Par exemple, c'est plus rationnel de vouloir abréger les souffrances de quelqu'un plutôt que de chercher un hypothétique remède qu'on n'est même pas sûr de trouver et dont l'ingrédient principal se trouverait dans l'antre d'un dragon, ce qui mettrait en péril tout le groupe. Tu as de quoi t'amuser avec ça. Le septième courant, c'est l'altruisme radical. Les personnages extrêmes, c'est toujours fun à jouer en roleplay parce qu'ils peuvent amener plein de scènes culte. Un personnage altruiste radical fera tout pour les autres sans rien attendre en retour. Il n'hésitera pas même à sacrifier sa propre sécurité pour protéger autrui, même ses ennemis. Donc tu peux le jouer soit naïf, ou au contraire, très conscient de ce qu'il fait, malgré les conséquences pour lui-même. Un personnage altruiste radical peut entraîner le groupe dans des situations complètement inattendues, voire dangereusement stupides, car il n'hésitera pas à se sacrifier pour les autres. Et d'ailleurs, si en tant que maître du jeu, tu joues un PNJ altruiste radical, cela peut aussi rendre les autres joueurs méfiants. Après tout, un personnage trop gentil cache souvent quelque chose, ou peut-être que non, et qu'il suit simplement sa philosophie de vie pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, j'en profite pour glisser une petite astuce importante. Ces courants sont là pour donner des directions à ton roleplay, mais je ne t'invite pas à faire en sorte que les personnages arrivent et expliquent leur courant philosophique directement. D'ailleurs, en réalité, rares sont les personnes qui savent définir leur propre courant philosophique. J'avais d'ailleurs lu le livre de Rage de la chaîne Autodisciple, et il parlait de polythéisme philosophique. L'idée d'adopter plusieurs philosophies à la fois. Je trouve ça intéressant parce que si une étiquette peut résumer facilement nos grandes idées, dans les faits, nous sommes souvent plus complexes que ça, et plein de contradictions. Et c'est ça qui va rendre ton personnage crédible. Le fait qu'il ait un courant philosophique, mais qu'il n'agit pas forcément toujours dans cette direction, et que ça dépende des choix, c'est ce qui va l'humaniser et le rendre crédible aux yeux du groupe. Voici deux exemples de situations pour l'altruisme radical. Les joueurs se retrouvent face à un très grand danger. Ils pourraient donc se jeter pour sauver la vie d'un autre personnage, mettant potentiellement sa vie en péril et risquant de ne plus pouvoir aider personne à l'avenir. Alors, est-ce qu'il est vraiment prêt à aller jusqu'à ce sacrifice-là? Et c'est d'ailleurs encore plus intéressant s'il décide que non sur le moment et qu'après il y repense, qu'il ait peut-être des remords ou qu'il se questionne sur lui-même. Une autre situation intéressante, c'est de le mettre en face d'un conflit d'intérêts. Si un ennemi en difficulté lui demande de l'aide, l'altruiste pourrait se sentir obligé de l'aider, même au détriment de son propre camp. Voilà de quoi bien challenger son altruisme. Le huitième courant, c'est le transcendantalisme. Et c'est très dur à dire dans une vidéo. Le transcendentaliste est un personnage idéal pour le jeu de rôle, car il croit en une connexion profonde avec la nature et fait de l'intuition un guide spirituel. C'est un courant parfait pour un druide ou un ermite qui préfère rester en dehors des structures humaines qu'il considère comme superficielles. Il possède souvent une grande sagesse mystérieuse et peut être guidé par des visions, se lançant dans des quêtes personnelles pour préserver l'équilibre naturel, ou ce genre de conneries. D'ailleurs, ce personnage est souvent tiré hors de sa solitude pour rejoindre l'aventure. Il va évoluer en fonction de ce qu'il découvre, soit en mettant de l'eau dans son vin, soit en rejetant encore plus les structures humaines ou non naturelles. Il sera particulièrement utile dans les aventures où la nature joue un rôle clé. Donc c'est très important à prendre en compte si tu es maître du jeu. Il va donc avoir un vrai impact dans les campagnes où les phénomènes naturels sont à l'honneur, soit parce que ces phénomènes sont la source du problème, ou au contraire que leur équilibre est menacé. Pour créer de bonnes situations pour le transcendentaliste, voici deux exemples. Imagine que le groupe cherche l'aide d'une institution ou d'une ville. Ils finissent par obtenir un rendez-vous avec le maire ou le responsable de cette institution. Et là, caca nerveux du transcendentalisme, il pourrait refuser d'entrer, préférant rester en dehors des structures artificielles. Mais du coup, ça crée un potentiel conflit diplomatique d'entrée de jeu. Et si finalement il est forcé par les joueurs,
À tout moment, il peut saboter les discussions en lançant une pique à l'interlocuteur. Une autre situation qui est super cool, c'est de montrer des rêves ou des visions aux transcendantalistes, qu'ils pourraient interpréter comme des signes naturels ou des messages spirituels. Il refuserait ensuite d'écouter la logique des autres et se lancerait seul dans une quête mystique sans justification crédible. Alors attention à ne pas séparer totalement le groupe, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Le 9e courant, c'est le déterminisme. Le déterministe pense que tout est déjà écrit par les lois naturelles ou divines et que le libre arbitre est une illusion. Ce type de personnage peut être un religieux, un prophète ou un guerrier fataliste persuadé que chaque action est déjà prédéterminée à l'avance. Derrière ce caractère, tu peux imaginer deux orientations. Soit il est fataliste, pensant que tout est déjà écrit et que ça ne sert à rien de vouloir changer quoi que ce soit, soit au contraire, il est voué à un grand destin et se lance dans une mission périlleuse, se croyant protégé par les forces du destin. Pour voir de quel type de déterminisme il s'agit, le MJ peut le mettre dans une situation tendue et voir la réaction du joueur. Un déterminisme qui croit en son grand destin pourrait se lancer dans des actions risquées, tandis qu'un déterministe fataliste pourrait refuser toute action considérant que son sort est déjà scellé. Un autre exemple intéressant, c'est de le mettre face à un choix personnel nié. En gros, face à une décision clé, il pourrait affirmer aux autres que il n'a pas vraiment le choix, ce qui va créer des tensions avec des personnages qui prônent au contraire le libre arbitre. On a vu 9 courants philosophiques, mais bien sûr il en existe plein d'autres, dont certains peuvent être, j'en suis sûr, très marrants dans un roleplay. Par exemple, le romantique, qui croit en l'exaltation des émotions, la nature et la liberté individuelle, qui pourrait très bien correspondre à un barde par exemple. Il y a également d'autres courants comme le solipsisme qui consiste à penser que rien ne peut être prouvé en dehors de sa propre existence et donc le monde extérieur pourrait être une simple illusion. À ton tour donc de compléter tout ça. Par contre, un point super important à prendre en compte pour toi et tes joueurs, c'est que ces courants ne doivent donner qu'une piste. En gros, lorsqu'une situation arrive, le joueur ne doit pas juste regarder sa fiche de personnage, lire son courant philosophique et se dire « Ok, je vais juste faire ça ». Non, ça ne peut pas être la réponse. Par exemple, dans un dilemme moral, ce qui est intéressant, c'est le conflit interne du personnage, qui va parfois choisir d'aller contre sa propre philosophie. Et c'est ça qui va le faire évoluer. Choisir un courant philosophique ne doit donc pas dicter l'ensemble de l'interaction, c'est juste une direction, une orientation qui va donner plus de profondeur au personnage et à sa psyché. De plus, et vous le savez très bien, tout ça est mouvant en fonction des événements de la vie, de comment on grandit, de qui est-ce qu'on rencontre, etc. Donc si pendant une campagne, un personnage estime devoir changer de philosophie, libre à lui. C'est pour ça que je t'encourage toujours à faire des campagnes. C'est toujours dans les campagnes qu'on va créer des situations qui sont cool et te laisser le temps de développer les personnages et leurs relations entre eux. Pour cette vidéo, je t'ai aussi créé une fiche de courant philosophique prête à être imprimée. Elle est très simple, elle résume ce qu'on a dit dans cette vidéo et donc tu peux l'imprimer, la passer à tes joueurs, l'utiliser pour toi pour créer des PNJ assez facilement et revenir sur cette vidéo quand on en aura besoin. Si tu as envie de développer tes compétences en matière de PNJ, abonne-toi à cette chaîne YouTube, va lire la bibliothèque de PNJ et tu peux aller voir cette vidéo qui va pouvoir t'aider à progresser. À très vite.